Ok. Fait qu'on est live! Hey, what's up tout le monde? Fait que bienvenue à l'épisode 2 des The Goats. On s'est maintenant officiellement appelé The Goats. Je sais pas trop pourquoi, ça sonnait bien, puis on l'a mentionné au dernier podcast, puis on a juste volé le nom de... C'était à cause de ton live. Live! Ouais. Fait qu'on a fait d'organiser les choses encore une fois. Vous pouvez nous donner des suggestions, soit via la page Facebook de The Goats, soit sur le channel direct, dans les commentaires de YouTube, sur The Goats, ou juste nous parler parce que probablement que vous nous connaissez. Alright guys, fait qu'encore une fois, le format c'est simple. On essaie de faire une émission radio que vous pouvez apporter avec vous, sur la route, ou peu importe, juste écouter en background en faisant toutes vos affaires. Puis que vous soyez pas obligé d'être assis dans votre char à 5 heures pour écouter une émission radio, puis vous pouvez juste écouter de la radio quand vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Alright, fait qu'aujourd'hui on est avec notre bon ami, un grand vieux de la vieille, de la NDJ, il travaille à la Maison des Jeunes en ce moment aussi. Il y a plein d'affaires qu'il faut à nous raconter. Vincent Racine, tout le monde. Yay! Salut, ça va bien? Oui, toi? C'est quand même drôle parce que on a parlé hier, comme hier on a fait la première émission, puis comme je sais pas pourquoi t'as popé dans notre tête sur comme quelqu'un d'intéressant avec qui qu'on voulait parler. Ben, c'est drôle parce que comme dans ma tête plusieurs sphères genre qui sont pas opposées, mais quand même parce que tu joues à Donjon, Oui. t'écoutes du death metal, Oui. t'es impliqué dans un organisme communautaire. Oui. Fait que c'est quand même genre des choses que, en tout cas moi je trouve différentes. Pour moi je suis peut-être le seul aussi là. Ben, il peut avoir, ouais, ça se dit. Non ben ouais, les personnalités. On peut faire le pont. Non. Fait que, ouais, ben je vais surtout commencer par ça. Fait que tu travailles à la Maison des Jeunes depuis pas longtemps. Depuis début juin, depuis le 4. Ok. Puis ça c'est... Qu'est-ce que tu fais exactement à la Maison des Jeunes? Fait que ton poste officiel, je pense, c'est animateur que t'appellerais ça, je sais pas. Ouais, je pense que c'est plus animateur. Quand il y a des jeunes, finalement, j'interagis avec eux autres. Je leur parle, je fais des activités. Des fois, on joue à des jeux sur table. Des fois, on joue sur la Xbox, sur une TV qu'ils ont là-bas. Fait que c'est très divers. C'est tout dépendamment de ce que veulent faire les jeunes qui se présentent là. Ok. Ben, ok. Fait que le but, c'est genre de divertir les... Tu peux te reculer un peu en passant, parce que je vois que ça spike là. Mais, fait que le but, dans le fond, c'est juste de divertir les jeunes, leur trouver de quoi faire. Ouais. Ok. Mais, parce que, tu sais, dans ma tête, pour moi, comme je sais, la Maison des Jeunes, là, on a tous été là, puis on y va encore une fois de temps en temps, mais la Maison des Jeunes, le but principal, ça serait quoi? Le but principal, c'est, je pense, ça serait recueillir les jeunes qui ont besoin, puis que juste pour divertir les jeunes, pour pas qu'ils soient nécessairement tout le temps chez eux ou peu importe, puis c'est pour sortir, pour être entre amis, pour. Ok, cool. Fait que c'est comme un lieu de réunion, genre. Ouais. Ah, ok. Ouais, j'avoue que c'est peut-être une bonne façon de le dire, un lieu de réunion. Puis il y a juste des affaires qui se passent ces temps-ci à la Maison des Jeunes que le monde devrait être au courant pour les activités estivales ou peu importe. Ben, il y a eu une vente de garage, mais ça s'est passé le 20. Sinon, en fin de semaine, il y avait un lave-auto, mais c'est pas la Maison des Jeunes, c'est un organisme qui finalement qui veulent faire un don à la Maison des Jeunes, puis qui font des activités pour pouvoir recueillir des fonds. Ah oui, puis c'est intéressant ce qu'ils veulent faire avec. Peux-tu nous Ouais. expliquer ça? Le boss de la place, Léonard Guindon, veut, avec cet argent-là, faire une salle de son, d'enregistrement pour les jeunes, ou pour justement accueillir plus de monde, du nouveau monde, puis pour finalement faire un nouveau divertissement, du nouveau pour la Maison des Jeunes. Ok, donc un studio d'enregistrement Ouais. à la Maison des Jeunes Carrefour, je pense. Ouais, ok, ça c'est vraiment intéressant. Ouais. Ouais, parce que je sais on avait pas mal d'activités sportives avec la salle de fond, là, qui était une salle de musculation puis tout ça. Mais c'est quand même cool que Carrefour Jeunesse veulent aussi faire quelque chose de plus artistique aussi. Là. Je sais qu'ils ont fait des films et des pièces de théâtre dans le passé, là, mais c'est vraiment... Là, ce que j'allais dire dans le fond, c'est juste...
en ce moment, tu travailles depuis pas trop longtemps. Est-ce que tu as eu des cas à problème ou est-ce qu'il y a des choses que. Tu sais, je veux dire, une journée typique pour toi en tant qu'intervenant, ça ressemble à quoi? Tu rentres là-bas à 3h de l'après-midi. Ouais, je rentre là-bas à 3h C'est ouvert de quelle heure à quelle heure de. C'est officiellement ouvert de 3h30 à 10h30, sauf qu'on nous demande d'arriver d'avance pour qu'au cas où que le boss finalement veuille nous parler ou peu importe. Ce qui est quand même assez rare, mais on rentre quand même à 3h. Ok, puis là tu rentres, t'as-tu, je sais pas, des. Fait que là après ça, dans le fond, t'es comme en mode. Attendre puis t'attends la réception des jeunes, genre. C'est ça. S'il y a des jeunes qui se présentent, on les accueille, on leur parle, on leur demande ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent juste être tranquilles ou s'ils veulent faire des activités. Nous autres, ben, on s'occupe de les occuper comme qu'on peut. Pour que ça soit le fun. Là. Ah, c'est cool. Comme je disais, les 4 si on a été à la maison des jeunes, je pense que ça nous a comme tout apporté, ça nous a en tout cas moi là, je sais que toi c'est plus ta famille, Éloi qui est comme impliquée par la bande là. Mais en tout cas pour moi personnellement, je pense que ça m'a comme apporté un système de valeurs uniforme, que tu sais, je peux parler à des choses que j'avais pas le goût de parler à mes parents pis tout ça. Fait que en tout cas moi c'est ça que ça m'a apporté personnellement là. Yann, t'as été aussi. Ouais, mais ça m'a juste rapproché de personnes que j'avais pas vues en dehors de là. Ok, ouais. Fait que là, j'allais bouger à la prochaine affaire qui est. En tout cas, pour moi, c'est fascinant. Donjon. Fait que tu joues à Donjon quand même activement. C'est la personne que je connais qui a plus de livres de Donjon. Ben, non, je connais quelqu'un d'autre qui a plein de livres de Donjon, mais qui est impliqué dedans et tout ça. Puis si je te pose une question sur Donjon, sur le monde de Donjon et Dragon, probablement que tu vas connaître la réponse, c'est toi que je t'explique. Probablement, oui. Fait que comment t'es arrivé dans Donjon? Tu te rappelles-tu de ta première game de Donjon? Oui, je me rappelle de ma première game, c'est justement avec la Maison des Jeunes. Ok. C'est qui, C'était Daniel Guindon. Ok. Ok. Ça me fait rire parce que je pense que moi aussi, mais je suis pas sûr. C'est peut-être Blue. Mais je suis vraiment pas sûr à 100%. Ça se peut parce que j'avais entendu dire que lui aussi il en faisait. Là. Moi c'est Dan. T'as Dan aussi, hein, toi? Pas dire longtemps. Genre, tu te rappelles-tu c'était quoi l'aventure ou c'était quoi les émotions? Ben c'était très nouveau, puis tu sais moi je m'étais toujours intéressé justement au fantastique. Exemple, j'avais souvent écouté les Seigneurs des Anneaux, puis tu sais ça me passionnait. Puis là ben quand j'ai vu qu'il y avait des activités, une espèce de jeu sur table avec des dés, que quelqu'un qui créait une histoire, ça a fait quelque chose de très nouveau, puis justement j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y a pas juste des films, il y a pas juste de tu sais c'est pas juste justement des films, ça peut être une vraie expérience à vivre, le fun entre amis, ou même pour connaître du nouveau monde, pour pouvoir juste faire l'improvisation quelconque. C'est une activité assez divertissante pour ça, parce que tu peux te sortir un peu de tes problèmes, puis de juste faire un personnage pour t'amuser, pour faire le personnage. C'est quoi, comme on s'entend que l'aspect principal de Donjons et Dragons c'est le roleplay qu'on appelle, fait que c'est-à-dire comme t'arrives là, parce que souvent il y a deux types de je pense. De joueurs, ouais. Ben, de joueurs, mais de conception aussi de Donjons Dragons. Il y a ceux qui pensent que c'est juste rouler des dés et que c'est un jeu de table. Ils sont comme, c'est quoi, tu roules des dés et tu fais ça. Puis il y en a qui pensent que comme t'es costumé puis tu parles avec des voix puis tu fais des actes puis tu fais comme une pièce de théâtre dans ton futur. Mais c'est comme un heureux mélange des deux, je pense. Ouais, non, c'est ça, c'est le premier. Avec c'est juste beaucoup de règles, mais qui vont bien ensemble. Ce qui arrive, c'est que c'est malléable. Non, c'est ça, j'ai l'impression. C'est beaucoup de règles, mais c'est une personne qui va vraiment, diriger les règles. Les diriger, puis le reste du monde font ce qu'ils veulent dans le monde que le DM va créer. Super intéressant. Moi, j'ai eu l'expérience de faire d'être le maître donjon, puis j'ai l'expérience aussi d'être joueur. Joueur, c'est totalement différent d'être maître donjon, parce que quand tu dis maître du donjon, tu parles, c'est celui toi qui va créer, qui crée l'histoire, qui finalement qui peut modeler les règles que tu peux avoir dans les manuels de donjon.
par toi-même. Tu peux les modeler comme tu veux ou tu peux les garder intacts. C'est au choix du maître du donjon. Puis le maître du donjon, ben lui, il contrôle le jeu au fil, il contrôle l'histoire, puis il fait avancer puis les joueurs au fil d'une aventure. Puis c'est le fun de voir comment les joueurs justement réagissent à l'histoire qu'un DM peut créer. Pour ceux qui savent aucunement de quoi qu'on parle en ce moment, Donjon Dragon, pour moi je sais que c'est un concept flou là des fois, mais en gros, Donjon Dragon c'est un livre. Non mais concrètement c'est un livre. Un livre avec une série de règles. Dans ce livre-là, t'as une feuille, une genre de feuille où est-ce que t'as plein de statistiques puis de caractéristiques que tu rentres. Ouais. Que c'est toi qui choisis personnellement selon des règles, fait que soit en lançant des dés, soit en calculant des points et tout ça. Puis une fois que tu as créé cette fiche-là, ces règles-là de personnages, ensuite il y a quelqu'un qui va raconter une histoire, puis qui va te faire interagir. Exactement. C'est un petit peu comme les livres. Dans le temps, c'était full populaire. Là. Je sais pas si ça l'est encore pour votre génération. Tout d'être les héros. Ouais, vous avez-tu eu ça? Oui, c'était quand même intéressant, mais j'aimais mieux justement voir un principe plus interactif avec Donjons & Dragons qu'un... C'est moins interactif d'avoir un livre avec, mettons, 4 possibilités quand tu peux avoir un DM qui une multitude. C'est ça, qui a des milliers, possiblement. DM pour Dungeon Master, tout le monde. J'essaie vraiment comme de ramener la conversation à un niveau, parce que c'est drôle, les 4 on a joué à Donjon. T'avais-tu déjà joué à Donjon? Ouais. Puis c'est ça, c'est... Pour moi, en tout cas, faut que je sois dans le mood pour jouer à Donjon. Parce qu'il y a des fois aussi que je peux trouver le temps long quand quelqu'un... Soit le DM, il y a une histoire qui m'accroche pas. C'est pas qu'il est pas bon, c'est juste des fois il y a une histoire qui m'accroche pas puis je ressens pas d'émotion face à ça. Ou soit la gang de personnes avec qui tu joues, c'est pas le fun. T'sais, c'est un peu comme jouer à Monopoly. Quand tu joues à Monopoly, il y a des fois que c'est des games interminables puis tu veux juste arrêter de jouer, mais il y a d'autres fois que tu es vraiment investi dans le game. Ouais, c'est vrai. C'est tout dépendamment du monde avec qui on joue. On peut des fois aimer, des fois pas aimer. Si on n'aime pas, ben on fait juste puis le dire, puis c'est tout. On peut pas faire grand chose de plus. Quoique j'ai vu certains DM, des amis à moi, qui ont changé un petit peu l'histoire pour essayer de plaire le plus possible. Mais ça fonctionne pas tout le temps. Ouais, mais ce qui arrive, c'est que quand un DM veut pas, il y a un style d'histoire, je pense. Ou quelque chose, puis ça peut devenir répétitif. Ça peut. Je pense que c'est intéressant de changer de DM ou de faire partie de plusieurs parties en même temps. Parce que ceux qui ne savent pas, là, encore une fois, là, j'essaie de ramener ça, c'est que la partie, ça va pas juste durer une soirée de temps. On crée son personnage, on fait quelque chose de concret, tout ça. On a des règles, on se bat contre des dragons, etc. Mais ensuite de ça, une fois que la soirée est finie, on ferme les livres, tout ça, mais on garde notre fiche. Puis notre fiche, c'est le fun parce qu'on va accumuler des objets que le Dungeon Master va nous avoir permis d'acquérir. On va avoir de l'expérience qui va nous permettre d'avoir plus d'habileté. Notre personnage commence à avoir certains traits qui développent, peut-être des choses qui sont arrivées, de la magie, etc. Puis ça, ensuite de ça, on peut ressortir ça pour une autre soirée puis continuer la game. Je pense que c'est ça qui différencie Donjons & Dragons de tous les jeux. Ouais, parce que c'est sur plusieurs séances. Puis c'est pas nécessairement tout le temps le maître donjon qui va décider ok, ça finit là. Ça peut être tout simplement puis les joueurs que ils ont un peu décroché puis que finalement ils viennent plus parce que peu importe ils ont plus de ils ressentent plus l'amusement qu'il y avait au début. Ouais. Fait que souvent des fois une game s'annule tout seul sans que le donjon ait besoin de mettre une fin. Puis des fois le maître donjon peut mettre lui-même créer, penser à une fin. Pour comme si on lisait exemple une série de livres le Trône de fer. L'écrivain écrit un début, il pense à une fin, puis il fait ce qui se passe entre les deux. Un maître donjon, c'est à peu près le même principe. Okay. Il part une histoire, il pense à ce qu'il veut faire, il pense à approximativement une fin, puis il met de quoi au fil du temps entre les deux. Puis il voit aussi comment ses joueurs font le roleplay, comment ils jouent, comment ils réagissent, puis où ce qui amène l'histoire. Puis avec ça, soit le DM l'avait déjà préparé, soit il l'improvise au fur et à mesure. Okay. Ouais, parce que moi j'ai eu les deux types. J'ai eu comme du monde qui avait une idée en tête de où est-ce que l'histoire devrait aller. Puis ça peut être le fun aussi, tu commences quelque part, puis il t'amène, soit
je suis en train de penser au Seigneur des Anneaux, peu importe, le but c'est d'aller détruire l'anneau ou quelque chose, puis ça, dans sa tête, c'est la fin. Mais j'en ai eu d'autres que c'est juste, une fois que les personnages sont ensemble, ils décident un peu ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui veulent avoir une quête pour de la gloire, d'autres qui veulent de l'or, d'autres qui veulent rencontrer l'amour, tout ça. Mais, puis après ça, ils vont à partir de là, puis ce qui arrive, puis la soirée qui sont inspirés, ben, ils font ces affaires-là. Fait que j'ai eu les deux types. Mais, fait que toi, tu vas, t'as un début en tête, t'as une fin en tête, puis t'essaies d'amener des joueurs là. Ça dépend des games. Il y a vraiment des games que j'ai prévu une fin. Puis il y a des games justement que je fais, cette fois-ci, je pense pas à une fin. J'attends de voir ce que les joueurs vont me donner. Puis si eux m'amènent à avoir une fin qui m'intéresse, qui peut être intéressante, ça se fait comme ça. Mais j'ai essayé puis les deux, j'aime faire puis les deux. Ça fait de la diversification pour justement pour les joueurs, que certains aiment mieux avoir un début, une fin, d'autres aiment ça pouvoir improviser puis explorer. Ça dépend vraiment des joueurs que j'ai. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que peut-être ça sonne pas comme ça, puis je pense que c'est un petit peu underground ou tabou comme truc, mais que c'est réellement pour tout le monde. Parce que c'est ton imagination, puis tout le monde a une imagination. Ça demande pas de skills athlétiques, ça demande pas de skills intellectuels, ça demande juste que quand tu as une situation présentée devant toi, que ce soit peu importe, tu es perdu dans le bois, dans ton imaginaire évidemment, tu rencontres un dragon, il y a quelqu'un qui veut essayer de te taxer dans le jeu ou quelque chose, que tu vas réagir sur comment tu vas réagir, puis ton personnage va réagir. Moi, c'est ça, c'est une réaction. C'est ça, c'est ouvert à tout le monde, tout ça. Là, puis ce qui est vraiment le fun, c'est quand tu as du monde qui ont jamais joué, puis tout ça, puis là, tu les amènes là-dedans, puis ils commencent tranquillement à réaliser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais, c'est quand même des fois, ça peut être drôle, des fois, il y a du monde, ça leur prend plus pour finalement improviser, faire de quoi, mais j'ai vu beaucoup de personnes que ça venait tout seul, puis c'est super intéressant de voir comment que les personnes réagissent vis-à-vis justement l'histoire que tu fais. Exemple, tu te promènes en pleine forêt, tu rencontres un gobelin, une espèce de petit monstre vert, là, un peu à la Seigneur des Anneaux, là. Puis ils savent pas comment réagir, ils savent pas quoi faire. Des fois, c'est juste intéressant de voir il y a vraiment du monde qui vont juste on va aller se battre, ou d'autres qui vont faire c'est quoi ça, est-ce qu'on, c'est pas habituel. Fait que c'est tout dépendamment de chaque personne, tout dépendamment de l'imagination de tout le monde, ça diverge vraiment, puis c'est vraiment intéressant de voir comment le monde réagisse aux situations qu'on peut leur mettre. Parce que toi en ce moment là, je sais pas, je vais pas te mettre en spot, mais t'as combien de games en ce moment, ou je sais pas. C'est quoi qui se passe pour toi avec ton monde de donjon? En ce moment, j'ai une game version 4 qui est plus pour les jeunes, pour justement à la maison des jeunes. Tu peux juste vite version 4, version 3, tout ça. Ok, la version 4, c'est plus une version vraiment plus dirigée, avec vraiment moins de... il y a moins de brassage de dés, c'est plus vraiment avec les livres. Tandis que la 3.5, je peux un peu, disons, jouer avec les règles pour justement... c'est vraiment plus au hasard, puis avec des dés, puis c'est beaucoup plus large. Okay. Tandis que la version 4, c'est vraiment plus précis. Fait que la 4 serait plus user-friendly, plus direct, moins complexe. Ouais. Mais plus complète. Non, je dirais pas plus complète, parce qu'il y a beaucoup d'adeptes de donjons qui n'aiment pas beaucoup la version 4 à cause justement qu'ils ont moins de possibilités moins de diversité souvent que le monde de ce que j'ai entendu, c'est ça, c'est vraiment une diversité moins grande, qu'ils trouvent justement qu'ils sont comme trop dirigés, puis que la version 3.5 c'est vraiment très très large. C'est beaucoup moins dirigé. Puis j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y a une version 5 qui est sortie. Ils ont fait une espèce de mélange entre la version 4 et la 3.5 pour enlever les défauts d'un trop large champ, puis les défauts d'un champ trop direct qui fait un entre les deux, pour que ça, tu sais, t'aies pas, exemple, j'ai vu souvent des guerriers qui ont moins de vie ou autant de vie qu'un mage qui est supposé être faible physiquement. Okay. Des fois c'est un peu décevant pour un guerrier qui pogne justement des mauvais dés, puis que un mage qui pogne des super puis bons dés, puis qu'ils ont la même vie, puis que toutes les deux pourraient être quasiment en avant autant, puis faire plein de dommages. Fait que des fois c'est avantageux, des fois c'est désavantageux, ça dépend de comment on gère le jeu. Encore une fois, pour le monde qui n'a aucune fucking idée de quoi qu'on parle en ce moment, on est un peu geek out là. Mais en gros le jeu original, Donjons et Dragons, c'était un livre,
plateforme, tout ça, il y avait des règles dedans. Ils ont sorti un deuxième livre, un troisième livre et demi, qu'on appelle, on appelle ça la version 3.5. Puis un quatrième livre qu'on est en train de parler en ce moment. Puis dans ces livres-là, comme on disait, il y a des différentes classes de personnages qu'on peut jouer, donc différents bonhommes, comme quand on choisit un bonhomme à Street Fighter, qui ont différentes habilités et tout ça. Puis le guerrier, habituellement, c'est supposé être celui qui est plus fort physiquement, évidemment, pour se battre au corps à corps, puis le mage qui est évidemment celui qui lance les sorts. Fait que c'est de ça qu'on parlait. Puis il me semble qu'on a mentionné quelque chose d'autre. Ah oui, les dés. Quand on dit des bons dés ou des mauvais dés sur sa fiche, parce que quand on crée son personnage, il y a un petit élément de hasard aussi, quand on choisit nos aptitudes, comme nos points de vie, notre force, etc., combien d'argent qu'on a. Fait que quand on lance les dés au début, des fois on peut être chanceux, des fois on peut être malchanceux, mais on peut toujours diriger ça. Puis ce qui est le fun, c'est que justement le maître du donjon, je sais pas si toi tu fais ça, mais le maître du donjon, il peut décider de faire relancer les dés à quelqu'un, ou il peut comme un petit peu modifier ou permettre aux personnes d'ajouter à leurs dés quand ils sont vraiment pas chanceux, puis ça peut gâcher la game. Tu fais ça, toi? Oui, moi, exemple pour les stats, ou finalement les 6 principales caractéristiques d'un personnage, la force, la dextérité, la constitution, la sagesse, l'intelligence et le charisme. Ben, souvent, tu vas rouler 6 fois 4 D6. Des D6, c'est des dés normales, là, c'est des dés à 6 faces. Ouais, comme les dés Monopoly. Ouais. Okay. Puis tu brasses 4 dés 6 fois, mais j'ai vu beaucoup de DM qui fait juste une fois de brasser 6 fois depuis les dés, puis t'as ça. Mais moi, si je vois justement que t'as pas un assez bon modificateur total, ce qui veut dire quand avec le chiffre que t'as un modificateur, puis tu fais le total des modificateurs pour te donner. Pour décrire simplement le modificateur, c'est que je pense que quand t'as 12, t'as plus 1 dans cette habilité-là, 14, plus 2, plus 16, plus 3, etc. Ça pourrait aussi être juste simplement vu en termes de moyenne. Ouais, c'est ça. Que là, il parle des modificateurs, s'il voit qu'il n'y a pas assez de modificateurs. Ce que tu peux. Ça fait que c'est ça. Ça fait que si la moyenne du modificateur total est pas assez haute, je peux juste faire rebrasse un autre fois 6 fois les dés. Puis j'ai vu que des fois ça fonctionnait même pas sur 2 fois. Fait que je laisse 3 chances de brasser 6 fois les dés. Il prend ce qu'il veut, ce qui est le meilleur pour lui. Okay. Puis ça laisse plus justement les meilleurs stats. Pour les dés de vie, ce que je fais, c'est que j'accepte aucunement les 1 parce que je trouve ça trop. Je trouve ça un petit peu chiant d'avoir un 1 sur un dé. Au moins un 2, c'est déjà plus le fun, plus intéressant. Fait que souvent, si le monde pogne un 1, je fais rebrasse puis ton dé, c'est pas grave. On s'amuse, puis c'est pas. Mon but, c'est pas de faire éliminer des joueurs pour éliminer des joueurs, c'est avoir un personnage pour le garder le plus longtemps possible puis le voir évoluer. Moi, ce que j'entends, c'était ça le principe avant de Donjon. C'était comme le DM, son but à lui, c'était d'être capable d'éliminer tous ses joueurs jusqu'à un certain point. D'être capable de clipper dans un coin à un moment donné, puis comme beaucoup utiliser les mimiques qui sont des coffres vivants qui te mangent jamais tes os, ou des pièges vraiment injustes comme ça, juste pour être capable de tout éliminer leurs joueurs. Ouais, c'est en fait, c'était un jeu de wits entre le DM et les joueurs. Ce qui me semble un jeu intéressant. Mais c'est chiant. Ouais, c'est parce que il y a beaucoup de personnes qui aimaient pas ce genre de style-là, parce que justement, un DM pouvait décider, première game, d'éliminer un joueur, puis c'était comme un peu plate. Il venait de passer presque 1 heure et demie à faire une fiche, parce que c'est quand même assez long. C'est vraiment tout choisir, expliquer au fur et à mesure. Fait que tu sais, passer 1 heure et demie pour 1 heure et demie de game, c'est pas tout le temps intéressant pour tous les joueurs. Tu sais, il y a certains joueurs qui vont faire ok, fine, c'est pas grave, puis ils vont peut-être même redemander de faire un autre personnage plus tard. Mais j'ai vu beaucoup de monde que ça les décevait de passer autant de temps pour une fiche puis de crever après le même nombre de temps qu'ils ont passé sur une fiche. Fait que c'est pour ça que généralement je me donne comme idée. Je peux pas prédire ce qu'il y a sur mes dés, mais le plus possible, j'essaie de pas faire mourir un personnage avant 3-4 games qu'on a joué. Comme ça, ben, au moins il y a eu le temps d'expérimenter son personnage puis de le faire un peu avancer. Puis s'il meurt après 4-5 games, je peux pas rien y faire. C'est l'aider, mais je ferais pas exprès pour faire mourir un même personnage. Mais. Ouais. Mais ça fait partie de la game aussi, veux pas, parce que
Tu sais, c'est drôle parce que je suis en train de penser au Trône de Fer ou Game of Thrones, puis ce qui est intéressant dans ça, c'est que les enjeux sont là pour vrai. C'est que tu peux mourir si tu fais un mauvais mouvement, si t'es pas stratégique, si tu provoques les mauvaises personnes, tu peux mourir. Puis je pense que c'est un peu la même chose dans Donjon Dragon. Ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste toujours essayer de battre la personne. T'sais, c'est comme un jeu vidéo qui est trop facile. C'est plate, là. C'est plus le fun quand t'as de la difficulté et t'es obligé de passer par certains passages. Ouais, ben, au début, j'étais justement le DM qui faisait jamais crever ses personnages. Puis là, ben, en ce moment, j'ai une game que je fais en 3.5, c'est-à-dire la version 3.5, qui est basée sur la civilisation Elfe Noire, qui est très, très, très straight, très, très drastique. Puis que si envoyait chier un personnage non-joueur pendant la game, puis que c'était pas la bonne personne, ben, il l'a envoyé chier. Moi, dans mon histoire, ça tombait que la personne était peut-être puissante, puis qu'elle s'est arrangée pour tuer la personne, ça tombait de même. Il a fait un bad move, c'est tout. Mais avant, j'étais vraiment justement pas tuer mes joueurs, parce que je trouvais ça plate pour eux autres. Mais j'ai vu que des fois, justement, à trop vouloir faire ça, c'est que le monde prenait pour acquis que je les tuerais jamais, puis qu'il faisait n'importe quoi au final. Puis qu'il faisait plus attention à ce qu'il disait, plus attention à ce qu'il faisait. Puis ça, je trouvais que c'était un peu dommage de pas. Tu sais, qu'il avait pris pour acquis que jamais je vais les éliminer comme joueur. Ouais. Je comprends les deux aussi, là. En passant, on essaie de créer des petits segments ici. Je pense que le premier segment qu'on va faire définitivement, ça va être le segment harmonica. On vous explique, on a notre ami Yann, on a été chercher l'équipement pour enregistrer nos affaires. Puis Yann, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui a joué de l'harmonica devant lui. Puis il s'est décidé qu'il achetait un harmonica puis qu'il allait apprendre à jouer de l'harmonica. Là, on va juste, comme d'émission en émission, il va s'améliorer, mais là, comme c'est le fun de voir la progression. Fait que Yann, tu veux-tu venir nous jouer un petit morceau d'harmonica? Non, tu sais, on veut juste que tu fasses comme la note que tu connais. Juste comme shoot l'ordre. C'est intéressant, t'as jamais appris d'un instrument, on veut savoir c'est quoi le processus. On veut juste comme monitorer ton apprentissage. J'ai pas commencé à regarder quoi que ce soit. Non, mais c'est ça, c'est le jour 1. Jour 1 d'apprentissage de Jack. C'est refusé. Yann, je fais sérieux, je veux vraiment que tu joues de l'harmonica. Moi, je suis sérieux quand je dis que je veux pas. Non, genre, au pire, on va comme éditer ça pour que ça soit comme si c'était pas toi qui jouais. C'est juste l'harmonica qui joue à la fin de l'épisode. Non, mais ok, pour vrai, si tu veux pas jouer, tu veux pas jouer. Mais je trouvais que c'est une histoire quand même vraiment drôle. Il s'est décidé qu'il allait apprendre à jouer de l'harmonica, puis il s'est acheté un harmonica, puis là il a commencé à jouer de l'harmonica. Mais c'est correct, c'est juste un drôle d'instrument, l'harmonica en plus, là, c'est pas sexy, c'est pas rien, là. Ah, c'est nice, là. Je trouve que c'est un son quand même assez nice, là. Je pense que c'est la GoPro, ça. Ah ben. Excusez-nous. Excuse pour l'interruption, on peut revenir à... Non, mais dans ce cas-là, on peut passer à notre prochain segment. Je voulais passer à un autre segment un peu plus tard, là. J'aime la conversation voulait bien. Ben, comme si tu peux recommander à du monde comment commencer à Donjon, quel livre acheter, quel matériel avoir, qu'est-ce qu'il faut pour commencer à jouer à Donjon concrètement. Concrètement, pour être joueur, t'as pas grand chose à avoir. Souvent, moi comme DM, je fournis les crayons, je fournis les effaces, je fournis les dés. Fait que de base, faut juste être intéressé, faut juste vouloir essayer autre chose que juste rester exemple sur notre Xbox à la maison devant The Witcher ou peu importe là. Vouloir faire quelque chose avec d'autres mondes puis d'explorer quelque chose de nouveau qui est plus interactif. Ça, moi c'est ce que je conseille. Si vraiment le monde sont vraiment motivés, ils peuvent aller chercher les manuels du joueur. Fait que là, ça on parle du monde qui veulent ils veulent commencer à créer leur propre univers. Créer leur propre univers? Je veux dire, parce que c'est sûr c'est vraiment plus facile de juste joindre une game, essayer en premier. Ouais. Puis tu sais, vraiment filer les règles, tout ça, regarder comment que ça se déroule une game, puis après ça, on peut, je pense. Parce que commencer DM, c'est un peu dur. Mais s'ils veulent commencer à expérimenter le DM, tout dépend de la version. Mais généralement, pas mal pour toutes les versions, il y a vraiment 3 livres de base que je recommande. Le livre du joueur, le livre du maître, puis le premier manuel des monstres.
Comme ça, t'as un manuel pour tes monstres, pour créer les méchants au fil du jeu. T'as ton manuel du maître pour si tu veux des règles ou des affaires plus précises, tu peux aller voir dans ce livre-là. Si tes joueurs veulent quelque chose de différent, tu peux retrouver des choses intéressantes dans le manuel du maître. Puis le manuel du joueur, c'est vraiment où ce que tu retrouves les classes, les races. C'est intéressant de pour créer ton personnage. Pour créer des personnages. Type, tout ça, Ouais. okay. Ah, c'est cool. Parce que je pense, en tout cas, honnêtement, je pense que s'il y avait plus de monde qui jouait à Donjons Dragons, ça serait vraiment mieux. Parce que c'est quelque chose, en tout cas pour moi, dans mes jeux à moi, qui est comme très communal. Ouais. Qui est très comme, t'as pas le choix de te parler, t'as pas le choix d'aventurer ensemble. Puis en même temps, tu sors aussi de ton monde personnel. C'est ça, puis tu joues un personnage, je pense que tu deviens plus extraverti, puis tout ça, puis tu te rends compte que t'es drôle, tu te rends compte que t'es intelligent, tu te rends compte que t'as des capacités que tu pensais pas avoir, parce que ton personnage, dans le fond, il est comme un reflet de toi. Là. Ouais, parce que chaque personnage, en fait, personnellement, je considère que chaque personnage que tu fais, qu'un personnage va faire, c'est que d'une certaine manière, ça va le rejoindre, peu importe. Ça peut être des fois un personnage que quelqu'un veut faire juste drôle, d'autres très sérieux, d'autres juste pour le plaisir, mais il va toujours avoir une ressemblance avec la personne d'un trait de caractère quelconque qu'il va avoir, parce que au final, c'est la personne qui l'a créé, c'est la personne qui l'a voulu. Fait que tu sais, généralement, le monde ils veulent créer quelque chose qui leur ressemble d'une certaine manière. Ouais. Ok. Là, je vais déroger complètement, là, mais la troisième affaire que je t'ai mentionné quand je t'ai introduit, c'est le death metal. Mais comme moi, je connais pas vraiment la musique, je sais qu'Éloi connaît plus la musique que moi. Je sais pas si tu connais-tu ton métal? Je suis pas vraiment versé dans le métal. Moi non plus, comme zéro. Peut-être tu pouvais nous parler un peu du... quel genre de musique que tu dis que t'écoutes? Parce que je sais, je fais juste entendre à travers tes écouteurs comme ça pioche. Généralement, j'écoute pas mal toutes les sortes de métal. Là, il y a pas longtemps, j'ai commencé une sorte de métal qui a été beaucoup influencé par le punk, ce qu'on appelle le core. Ben ça, c'est le core metal? Non, c'est le metalcore. Metalcore, ok. Mais t'as plusieurs genres de... Mais ça, j'ai entendu ça. T'as plusieurs genres de core. Tu as un exemple de band de metalcore? Metal... Ben, j'en ai un peut-être plus deathcore. Ça serait Breakdown of Sanity. Que un de mes amis a fait... il y a pas longtemps de découvrir, puis j'ai vraiment trippé. Parce que moi, à la base, le metalcore, je trouvais que j'avais pas tant d'affinité, mais quand j'ai écouté ce groupe-là, Breakdown of Sanity, j'ai tout de suite été accroché par le son, par la voix, par la musique que j'entendais. Mais généralement, j'étais plus death metal, black metal, power metal, puis folk metal. Ok, ouais, excuse, je suis vraiment pas calé dans mes métals. Si tu pouvais peut-être nous faire une énumération, tu sais, tu dis, mettons, comme... genre, ouais, c'est ça, comme ça, ce speed metal-là, c'est plus ça, tu sais. Ok, ben... Fait que c'est quoi les familles? Parce que je sais qu'il y a des familles, mais il y a comme des sous-divisions, comme tu ouais. disais. Il y a comme du... Ben, les quatre, je pense, à part le premier, c'est vraiment le heavy metal, un peu ce que Black Sabbath ou Ozzy Osbourne a amené tranquillement, là. Ben, ça serait pas mal lui qui aurait tranquillement amené vraiment le métal. Mais plus tard, il y a vraiment, exemple, Iron Maiden. Ouais. Qui est un groupe de... Qu'est-ce qui... Je veux pas te... Mais c'est vraiment bon, mais Fait que c'est quoi qui qualifie le black metal? Le black, c'est souvent une ambiance très sombre, un peu comme gothique, un peu comme... Mais qu'est-ce que tu veux dire, ambiance sombre? Le son va être... Ouais, le son est comme un peu plus glauque, plus lourd, tu sais. Ouais, ok, ouais, là je comprends parce que t'as mentionné Iron Maiden puis Black Sabbath, genre. Fait que tu sais, le black c'est vraiment plus lourd. Je peux donner comme exemple du Cradle Fight ou sinon il y a du Gorgoroth, des groupes très très sombres qui vont souvent parler de satanisme. Tu sais, quand on voit le monde puis maquillé en blanc puis avec les yeux noirs, c'est souvent lié au black metal plus qu'autre chose. Ok. Parce que justement, c'est un peu un style très très sombre. Tandis que le death metal, lui, ça va être plus pour faire du trash. Du trash, c'est un peu... C'est plein de personnes finalement qui se rentrent dedans
pour se défouler, parce que avec la musique puis tout, fait que le monde se rentre dedans, ça fait une espèce de... Fait que ça va être des sons plus avec... plus... J'ai envie de dire plus de bass drum, tu sais, comme le double pedal. Ouais, ben, du double pedal, la guitare, plus de mélodie, c'est moins sombre que le black metal, ça bouge plus. Ça va moins être comme du criage, ça va plus être comme crier, comme j'entends Billy Talent ou Linkin Park. Non, c'est trop haut. Hein. Généralement, dans pas mal tous les métals, on fait ce qu'on appelle du scream, du grunt, du growl, des choses comme ça. Le growl, c'est un son de la gorge, finalement, que les métalleux réussissent généralement à produire. Je sais pas comment expliquer ça, mais souvent, c'est que tu vas un peu comme... Tu peux nous faire ton meilleur growl, ça me dérange pas. Non, je suis pas très bon en growl. Tu sais, j'en fais un petit peu une fois de temps en temps, mais pas assez souvent pour en faire comme ça, là. Okay. Mais du growl, c'est un peu comme parler en screamant. Ok. Fait que c'est beaucoup moins... Ça va venir de la gorge? Ouais. Fait que tu peux faire une voix genre super rauque. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pratiquement faire du growl la bouche fermée. Non. C'est ça du growl? Ben c'est ça, mais en utilisant vraiment ta voix, la bouche ouverte. Ok. Avec quand même des inflexions pis tout. Ouais, tu peux parler. Parce que growl en anglais ça veut dire grogner. Ouais. Ben ça ressemble à une espèce de... J'imagine, j'ai comme... Fait que je grogne en parlant, genre... tu sais, j'imaginais, je trouve grognon pratiquement. Moi je pense à Scooby-Doo. Scooby-Doo? Hey Scooby! Charlie! Je pense que c'est vraiment du métal, mais ouais. En fait, c'est presque la même technique pour faire du growl. C'est vraiment utiliser j'ai le mot anglais whisper, là. C'est comme chuchoter, mais en vraiment fort. En faisant vibrer ta gorge, mais... Oui. Puis vibrer ses cordes vocales, mais pas vraiment sortir avec ton nez. Là, puis... C'est ça. C'est faire... Finalement, c'est avec tes poumons, tu pousses de l'air fort. Avec tes cordes vocales, tu fais vibrer tes... Excusez-moi. Tu fais vibrer tes cordes vocales. Pour on boit de la bière, moi aussi, j'arrête pas de comme roter dans le micro le plus fort de Puis avec l'air qui passe dans les cordes vocales que tu fais vibrer, ça fait un son, puis c'est ce qu'on appelle du growl. Ok. Puis t'as mentionné, le scream, je pense que le monde sont familiers avec ça. Le scream, c'est dans le fond... Vraiment un peu comme du criage, un peu, mais c'est pas pareil. Ça vient moins de l'abdomen, j'ai l'impression. Ben en fait, t'as vraiment des techniques pour screamer, qui vient quand même de l'abdomen, c'est juste que tu fais moins vibrer tes cordes vocales, tu utilises vraiment tes poumons. C'est comme quand... Qu'est-ce que tu dis, Anne? Pas pour maganer tes cordes vocales. Ouais. Ok. Ben, l'ancienne manière de faire du scream, c'est vraiment de crier, puis finalement, amener, pogner le bon son. Ok. Mais il y a beaucoup de chanteurs de métal qui ils ont plus de voix aujourd'hui parce que c'est vraiment pas bon pour les... Le gars d'Avenge. Ouais, le premier chanteur. Il y a plus de voix. Ça l'a magané ses cordes vocales. Sinon, il y a le chanteur de Slipknot, Corey Taylor, que dans ses débuts, il y avait pas vraiment de technique, puis que dans leur premier album, là, c'est un nombre de chiffres que je me rappelle jamais au complet, mais au début, il faisait juste un peu comme crier, puis on peut vraiment plus l'entendre, puis aujourd'hui, quand on l'entend faire les mêmes sons, tu vois que c'est pratiqué, puis qu'il a vraiment développé une technique. Okay. Fait qu'il y a vraiment une technique pour faire du scream, puis comme qu'il y a une technique pour faire du growl ou du grunt. Du grunt, c'est un peu comme du growl, mais en mélangeant un peu comme le scream avec, genre. Ouais. C'est spécial, mais c'est plus difficile, puis c'est plus recherché. Ok. Mais c'est drôle, genre, mon esprit va toujours aux arts martiaux directement quand même, puis on dirait que, parce que, mettons, dans les arts martiaux, c'est du défoulement, c'est du combat, c'est à main nue, puis on se frappe, puis on reçoit des émotions, puis tout ça. Mais on dirait que je vois comme la même chose en chantant, surtout dans le métal, parce que, tu sais, en fait, tu cries, tu te défoules, tu dis des affaires qui te font chier, qui te rendent triste, tout ça, puis tu utilises ta voix, puis tu maganes ta voix, si on veut, tu sais, tu fais des sons qui sont pas naturels à ton corps. En fait, c'est comme créer quelque chose. C'est pas vraiment vrai, parce que tout le monde peut faire du growl ou du scream. Il faut juste la pratique. Il faut juste être capable de le faire de la bonne manière. C'est ça. Ah, ok, peut-être, ouais, j'ai encore la vieille mentalité. C'est aujourd'hui, quand on découvre vraiment les techniques, il faut juste se pratiquer. C'est comme chanter normalement, mais c'est avec une autre technique. Fait que c'est pas... aujourd'hui, si tu utilises les bonnes techniques, tu maganeras pas ta voix
autant que tu maganerais pas ta voix si tu chanterais normalement. C'est juste une technique. Mais je sais pas, tu chantes-tu? Ou tu ben chanter... T'aimes ça, genre? Ouais, j'aime ça. C'est quelque chose que tu ferais. Ben si éventuellement, genre. Éventuellement, avec beaucoup de pratique, parce que j'ai quand même déjà essayé de faire du ground puis du growl, sauf que à longue, quand j'essaye de vraiment pousser ma voix pour que ça sonne plus fort, ma voix coupe. Fait que pis ça, tu penses juste avec la pratique, tu pourrais pousser ta limite un peu plus loin à chaque fois? Oui, tu sais, la voix, pour moi, c'est un muscle. Fait que à force de la pratiquer, ben ta voix se renforce puis tu peux pousser. Tu penses pas que tu es en train de faire le contraire, que tu l'endommages à chaque fois que tu la pousses comme ça? Ben je sais pas, parce que comme mettons, moi je fais du jogging, je cours, puis là je me rends, puis là je suis épuisé, puis je reviens. Mais la voix, j'ai l'impression que c'est sensible, c'est des cordes vocales, tout ça, c'est une gorge. Ça dépend de la manière que tu le fais, je dirais comme ça. Si jamais tu le fais avec la bonne technique, à un moment donné tu vas juste te rendre compte que tu pousses trop, j'imagine. Ouais. Puis tu vas t'arranger pour pas péter l'instrument avec lequel tu veux éventuellement jouer. Mais penses-tu que c'est vraiment un muscle? Réellement? Parce que je comprends l'aspect technique que tu veux dire. Parce que tu sais, je veux pas n'importe quand. Une technique de... Tu veux-tu aller y pogner une serviette? Ah ben je vais y aller en pogner une. Mais vas-y, continue. Moi, personnellement, de ce que je pense, pis c'est sûrement pas la bonne réponse à ta question, là, mais moi ce que je pense c'est que tu nais avec un certain range que tu peux aller chercher, pis t'es capable de te rendre jusque là. Tu commences peut-être avec la moitié ou le quart ou beaucoup de ton range, puis à un moment donné tu travailles pour mais ça c'est par la technique. Par la technique, tu débloques des bouts de peu à peu, mais c'est vrai que tu peux sûrement dépasser, mais il y a une manière de savoir. Moi personnellement, je me suis cassé la voix une couple de fois, là. Ben c'est ça, moi aussi, puis j'ai l'impression que c'est juste parce que je le faisais mal. J'ai pas l'impression que si je continue à crier plus fort, puis je le refais le lendemain, puis je continue à le faire. Tu vas juste avoir mal à la gorge. C'est ça, j'ai l'impression. À ce point-là, c'est juste des sous-titres, mais j'ai l'impression que c'est pas n'importe qui peut faire n'importe quel type de voix. Fait que tu peux, si t'es. Mais si t'as la technique. Tu développes la technique, c'est plus bloqué comme. C'est que chacun a sa propre voix finalement, chacun a son timbre, mais tout le monde peut faire avec la technique, faire du grunt ou du growl. Ça sera pas le même son de chanteur ou chanteuse entre chaque, sauf que chacun va avoir son ton, chacun va avoir sa manière, parce que il y a une manière générale, mais chacun a des petites différences justement avec ses cordes vocales pour produire le son que lui est capable de faire. C'est une question d'intérêt. J'ai l'impression que moi je le compare encore une fois au sport. Tu sais, comme mettons, si je pèse 400 livres, j'ai probablement plus de chances de faire un sport comme le sumo ou un sport de combat ou de faire des affaires différentes plus que de courir un marathon. Ouais. Puis si je suis 5 pieds 7, j'ai plus de chances de faire un autre sport que le basketball. Mais je peux quand même être bon au basketball, je peux quand même dribbler comme un fou, je peux probablement faire des lay-ups de fou, puis je peux probablement faire des 3 points, mais je pense qu'au bout du compte, tu vas pas être aussi optimisé, si on veut, être optimal. Comme si tu as une voix de scream, puis tu fais du scream, ou si tu as une voix d'opéra, puis tu fais de l'opéra, c'est sûr que c'est mieux. Mais sûrement que des chanteurs d'opéra qui sont capables de screamer dans ce monde, parce que j'ai souvent entendu dire que le métal c'était relié au classique, puis souvent je suis comme ah ok, puis j'ai juste l'impression que c'est quelque chose que le monde dise. C'est une question de formation. De ce que j'entends, c'est que beaucoup de joueurs de métal ont une formation classique. Pour se rendre où ce qu'ils sont techniquement. Là. Par exemple, le chanteur de Stone Down, Serj Tankian, il a une formation vocale classique. Puis je pense que c'est peut-être des balivernes ce que j'entends, mais qui a son but à lui éventuellement, c'est d'aller faire de l'opéra. Puis ça paraît quand tu l'entends chanter, puis c'est super intéressant. Aussi, il a fait une symphonie, Orca, quelque chose. J'ai un blanc, mais c'est vraiment, vraiment cool. C'est pas. Non, mais. Ouais, puis en plus, ça sonne plus mélodique.
peut-être, mais j'ai comme l'impression que c'est l'exception à la règle. Le chanteur de System of a Down, parce que. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est simplement Orca Symphony. Orca Symphony. Bon. Yep. Intéressant. Mais j'ai dit que je voulais rapper ça à 45 minutes. Là. On peut. J'allais rapper ça. Vite fait. Encore une fois, tout le monde, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos suggestions. C'est vraiment ça le but. De vous offrir une tribune aux personnes québécoises et lavalloises pour pouvoir parler de n'importe quoi avec nous. Tout ça. Donnez-nous des idées d'invités ou si vous voulez venir nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur aussi, vous pouvez venir nous en parler. Faites des commentaires, des suggestions sur des capsules que vous aimeriez entendre ou peut-être le son il fuck ou quelque chose, des affaires comme ça. Encore une fois, allez sur la page Facebook de The Goats, c'est THE espace GOATZ, ou encore tapez sur YouTube The Goats, puis vous allez nous trouver quelque part dans la liste sur notre channel. Fait que, merci d'avoir écouté l'émission encore. Merci à Vincent de nous avoir donné ton temps, ouais. Ça fait plaisir. À short notice comme ça. Si vous êtes intéressé au métal, quelle band que tu conseillerais au monde d'écouter comme premier band? Ben, métal pour pas partir trop durement. Je pensais que vraiment Iron Maiden, c'est un bon départ. Iron Maiden, ouais. En tout cas, moi j'aime ça. Moi je suis capable de supporter Iron Maiden. Le reste. Maiden puis Sabbath. Ben, Judas Priest aussi, c'est très intéressant. Avec du All That Remains. All That Remains. Ça peut être intéressant. Ouais. Sinon, ben, je connais beaucoup de monde qui ont beaucoup aimé Bullet for My Valentine ou encore du Avenged Sevenfold. J'avoue, Avenged Sevenfold c'est mainstream. Personnellement, j'aime pas beaucoup Avenged Sevenfold, mais chacun a ses goûts. Bon, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On est The Goats. Sur ce, bye!